Bien, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière session de l'année universitaire, on raisonne comme ça, 2024-2025, avec un ami. Tu es intervenu plusieurs fois déjà, c'est la deuxième ou troisième? Deuxième. Donc c'est vraiment toujours un plaisir de t'accueillir pour nous parler d'un monde qu'on ne connaît pas beaucoup. Et puis, j'aimerais que tu nous dises aussi un mot à un moment donné sur l'ouvrage que tu vas bientôt publier, Justice pour l'étoile de mer. Bon, c'est tout un programme. Alors aujourd'hui, c'est dans le plus gros, hein, tu vas parler, tu vas t'intéresser au cachalot. C'est pas nouveau, toute ta vie a été, pas uniquement, mais tu as beaucoup dialogué avec les cachalots. Et c'est intéressant que tu nous dises, eh bien, à travers toutes ces rencontres, ces regards échangés, ce que t'ont appris et ce que tu veux bien nous laisser entrevoir de ce dialogue entre toi, les cachalots et peut-être aussi d'autres gros animaux. Hein. Je me souviens toujours de Jonas qui a été avalé par le gros poisson. On ne sait toujours pas si c'est un cachalot ou une baleine. Peut-être que dans la rencontre de tes cachalots, tu pourras nous éclairer sur le sujet. En tous les cas, nous sommes vraiment très heureux de t'accueillir. Je sais que tu es intervenu récemment et de venir de Valence pour nous, comme tu es venu il y a une dizaine de jours participer à la Grande Marée au musée de la Marine, où tu as fait un véritable tabac. Ben écoute, merci beaucoup. Et comme toujours, eh bien, le président de l'Institut français de la mer, ou son digne et honorable représentant, va présenter l'intervenant de manière personnalisée. Cher François Sorano, c'est bon là? Vous êtes né à Valence et... J'arrive pas à l'approcher. Ah ben voilà. Donc vous êtes né à Valence et c'est à l'Université de Poitiers que vous avez passé votre doctorat en océanographie en 1963. Et à partir de 1985, vous êtes pendant 13 ans plongeur biologique, conseiller scientifique et chef de mission des expéditions Cousteau. Pour les jeunes, le commandant Cousteau, c'est l'homme qui a voué sa vie au monde sous-marin et à sa découverte parmi le plus grand nombre. C'est lui qui, au milieu des années 50 jusqu'aux années 90, a fait connaître, a fait prendre conscience à une génération de la beauté, de la richesse des océans et qui a fait croire que c'était le monde du silence. Il a été longtemps le Français le plus connu aux États-Unis et au Canada. Vous participez ainsi à une vingtaine de campagnes, à 25 films dans la série Redécouverte du monde. Entre 1999 et 2001, vous êtes conseiller scientifique du programme Deep Ocean Odyssey, dont vous dirigez l'expédition Grand Requin Blanc. De 2001 à 2003, vous êtes responsable du département ressources halieutiques de WWF France où, avec Laurent Debat, vous êtes à l'origine du concept d'unité d'exploitation et de gestion concertée pour aider les pêcheurs à mettre en place une gestion durable des ressources halieutiques. Vous fondez avec votre épouse Véronique l'association 181, une association complètement à l'ouest, comme son nom l'indique. Nous sommes en 2002. Et vous voulez promouvoir des comportements responsables sous l'eau comme à terre. Il y a 25 ans, ces discours tenaient d'une utopie. Mais aujourd'hui, votre charte de plongeur responsable est enseignée dans le monde entier et vos actions pour réconcilier les humains avec la vie sauvage sont multiples. Vous avez à cœur de partager votre passion de l'univers sous-marin et de sa vie. Vous êtes conseiller scientifique, co-scénariste du film exceptionnel de Jacques Perrin, Océan, César 2011 du meilleur documentaire. Vous avez des fonctions pour des séries documentaires, Le peuple des océans, et vous co-réalisez Cachalot, une histoire de famille. Vous êtes l'auteur ou co-auteur de nombreux ouvrages sur la vie sous-marine. Vous poursuivez une étude de plusieurs années sur les cachalots pour comprendre l'intelligence et la finesse de ces mammifères marins. Vous parlez couramment le cachalot. Vous allez sûrement nous en faire partager quelques exemples. Mais dites-nous tout cela essentiellement en français. Merci d'être parmi nous ce soir.
Je voudrais juste ajouter un mot personnel. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi je garde un souvenir ému des conférences de Jacques-Yves Cousteau à l'Institut océanographique dans les années 70, 80, 90. Il y avait une foule innombrable, une file d'attente de plusieurs dizaines de mètres le long de la rue de Saint-Jacques. C'était un vrai bonheur. Merci. À vous. Merci infiniment de cette présentation par trop élogieuse. Merci Christian. Mesdames, Messieurs, ce qui en cachalot signifie bienvenue. Ou du moins, je le traduis comme ça. Que sait-on des cachalots? Que sait-on des cachalots depuis Melville et l'époque où on ne voyait que les souffles et les caudales qui sortaient de l'océan? Qu'a-t-on appris depuis cette époque? Parce que les baleiniers savaient bien les tuer, ils savaient les repérer, mais ils ne savaient pas grand-chose sur leur vie. Parce que leur vie, ils ne la voyaient pas. Elle était cachée par la surface de l'océan. Et alors il imaginait la chasse incroyable des cachalots dans les abysses, le combat titanesque avec le calmar géant. Quelles belles histoires ils nous ont racontées. Et je ne voudrais pas d'ailleurs les effacer, parce qu'elles sont belles, il faut les garder en mémoire. Mais toutes ces histoires relèvent un petit peu de la légende. Gardons la légende, gardons les combats titanesques avec les cachalots et les calmars. Et non. Vous êtes sevré d'images. Vous n'avez pas vu les premières? Oh! Ah, alors je remets les premières. Oh, c'était... Voyez bien que les légendes et les mythes nous jouent des tours. Non. Pardon, là, je reviens. Ça, c'est pour demain. D'accord. Je démarre là-dessus. Reprenons. Bienvenue. Donc, voilà à peu près ce que nos anciens, et qu'avec la Calypso, nous savions des cachalots. Ouh là là, on revient. C'est bon. Non, c'est pas bon. Normalement, ça défile. Alors, voilà. Un souffle et une caudale. Et puis après, le mystère, les abysses, le combat titanesque du calmar et du cachalot, le calmar géant qui était censé lutter contre le cachalot. Et puis, depuis quelques années, avec mes amis, nous avons décidé d'aller voir sous l'eau ce qui se passe. Comment vivent les cachalots vraiment au-delà du miroir? Et nous nous sommes mis à l'eau avec eux. Au plus près. Et ces cachalots qui paraissent si menaçants, ces cachalots dont les frappes de caudale effrayaient les chasseurs, eh bien, nous sommes allés les voir au plus près. Et nous nous sommes enfoncés sous la surface. Et qu'avons-nous découvert? Nous avons découvert le dortoir des cachalots. Première image, silence. 10 cachalots suspendus dans l'épaisseur liquide, dressés comme des menhirs,
immobiles. Immobiles. Et ces cachalots-là nous ont laissé approcher. Ils nous ont acceptés. Ils nous ont accueillis. Je vous invite donc dans le clan de Irène Gueule Tordue. Irène Gueule Tordue, c'est le cachalot que vous voyez en premier plan et qui était en 2011 la matriarche du clan. 17 femelles adultes et 3 jeunes mâles de 1 an. On se met à l'eau, on se glisse à côté d'elle et alors qu'elle dort, elle nous accepte. Ici, René Euzé qui filme, présence de 2 plongeurs, une espèce différente, en tenaille, ne bouge pas et nous accueille. C'est la clé de toutes nos découvertes. Pas de technique particulière. D'abord, une acceptation et un accueil par les cachalots. Il a fallu des plongées et des plongées encore, respectueuses, calmes, pour arriver à ce que, étant acceptés, nous partagions des moments de vie avec les cachalots. Et quand on partage des moments de vie, alors on commence à connaître. Et non plus à savoir, simplement à accumuler de l'information sur les autres. Oui, on connaissait ce que les cachalots mangeaient, on savait combien ils pouvaient mesurer, on savait même quand ils étaient morts les peser sur le bateau. Mais on n'avait pas compris comment ils vivaient, parce que jusqu'alors on s'était abstenu, par peur souvent, d'aller les rencontrer chez eux. Et quand on va chez eux, ça change tout. Quand après des semaines et des semaines de plongée, au cours d'une quinzaine d'années maintenant, on est accepté, alors on commence à comprendre qui ils sont. Et nous avons pris ce temps, par exemple, de vivre des moments de vie. Est-ce qu'on peut mettre un tout petit peu moins fort quand même ? Voilà. Ici, nous sommes au milieu d'un groupe de 5 jeunes cachalots qui accueillent la nouvelle-née Varuna, qui est la petite sœur du cachalot sombre que vous voyez en premier plan. Elle a quelques heures. Les jeunes cachalots l'accueillent. Claquement sec qui probablement l'interpelle et doivent signifier une bienvenue dans le clan. Ces images-là, personne n'avait jamais vécu ça. Au milieu d'un clan avec une nouvelle-née, c'est exceptionnel. Nous sommes restés plusieurs heures avec eux, avec elle. Vous voyez la petite en premier plan avec son cordon ombilical. Elle nage encore maladroitement. Elle se fait soutenir par son cousin, Ali. Elle est entourée. Elle est accueillie. Combien de baleiniers pouvaient imaginer une telle délicatesse ? Combien de baleiniers pouvaient imaginer à quel point la solidarité faisait que, même lorsque la mère n'est pas là, les autres cachalots prennent soin du petit. Des naissances, nous en avons vu, ou au moins quelques heures après, plus d'une vingtaine au cours de ces 15 dernières années
dans le clan de Irène Gueule Tordue. Et c'est comme ça que petit à petit, nous avons pénétré leur monde et commencé à étudier leur société. Vous allez le voir, extrêmement complexe. Et pour étudier leur société, il ne suffit pas, comme vous le voyez là, de s'immerger au milieu des cachalots, d'être accepté par eux. Il faut commencer par les identifier. Et cette identification est nécessaire pour qu'on puisse les reconnaître et raconter leur vie. Il faut non seulement les identifier, mais il faut aussi, à la naissance, les nommer. Pourquoi? Parce que nommer quelqu'un, c'est lui reconnaître une existence propre. Et c'est surtout commencer une histoire. Alors à chaque naissance, nous avons baptisé les petits. Ici, vous avez la petite Lana, avec son cordon ombilical. Là encore, elle a quelques heures. C'est la fille de la matriarche Irène Gueule Tordue que vous avez vue tout à l'heure. Et naissance après naissance, nous avons fait l'ensemble des cartes d'identité du clan. Donc 17 femelles adultes et 3 jeunes en 2011. Et aujourd'hui, un peu moins de femelles adultes. Il y a eu 2 décès et il y a eu un départ. On ne sait pas si elle est partie ou elle est morte. Il ne reste donc plus que 14 femelles adultes, 20 naissances. Il ne reste que 13 jeunes aujourd'hui. Toute une histoire. Et cette histoire, on peut la raconter. Comme ici, l'histoire de Elliot. Elliot, le jeune mâle, le 15 mars 2011, et que l'on voit ici année après année. On l'a suivi, on l'a retrouvé. Chaque année, 287 jours sur 15 ans. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des cétologues. Et en cétologie, il est très difficile de retrouver les animaux. Quand on les retrouve 1 fois, 2 fois, 3 fois, on parle de recapture. C'est exceptionnel. 287, c'est unique au monde. Nous avons passé 287 jours avec Elliot au cours donc des dernières années 2011 à 2024. Et vous voyez ici sur ces photos qu'on l'a suivi et que grâce à des marques caractéristiques, on a pu le reconnaître et suivre sa croissance. Suivre sa croissance, pas seulement sa croissance. On a suivi surtout le développement de sa personnalité. Année après année, on l'a vu exprimer avec exubérance, c'est celui qui est le plus exubérant de tous les cachalots du groupe, une personnalité exploratrice extraordinaire, très différente de celle des autres cachalots, du même âge et du même sexe. Petit à petit, chacun, le timide Arthur, le costaud tache blanche, demi-frère de Elliot, Elliot l'explorateur, et se sont montrés, ont montré tout leur caractère. Et c'est ça qui nous a le plus intéressés. Parce que, jusqu'à présent, on considérait que les cachalots étaient des cétacés un peu frustres. J'en discutais tout à l'heure. Les dauphins pétillants ont toute notre attention. Mais les cachalots, des gros balourds. Oui, des gros balourds. Tout juste bons à faire de la bonne huile pour nos mécaniques. Jusque dans les années, d'ailleurs, 1960. Ce n'est pas le 19e siècle, le grand massacre des cachalots. C'est le 20e siècle. 1960, on en tue 30 000 par an, toujours pour huiler nos mécaniques de précision. Et donc, ces animaux balourds, un cachalot pouvait en remplacer un autre, tellement ils étaient similaires, tellement ils n'étaient que des objets, même pas des objets, de l'huile, à la fois donc indifférenciés et surtout incapables de vivre par eux-mêmes, simplement répondre
de façon standardisée aux stimuli du milieu. C'est ce qu'on lit dans les livres. C'est ce qu'on lit dans les livres. Alors, nous avons essayé d'approfondir un petit peu leurs affinités sociales, de rentrer dans leur société. Et la première chose que nous avons observée, c'est la tendresse de la mère envers son petit. Le premier allaitement. Jamais personne n'avait vu d'allaitement. Jamais, puisque personne n'était allé sous l'eau. Et la mère se positionne souvent à la verticale et le petit vient taper au niveau du bas-ventre pour stimuler la montée de lait. Là, si les baleiniers les avaient vus, je ne suis pas sûr qu'ils aient poursuivi leur chasse. C'est des images exceptionnelles. La première fois qu'on a vu ça, on a été bouleversés. Et puis, au fur et à mesure de nos plongées, les cachalots nous acceptant, chaque jour un peu plus, nous avons été invités tous les jours à ces moments d'immense tendresse, au point que nous avons pu faire une publication unique au monde. Après avoir observé, filmé, mesuré, étudié plus de 180 allaitements, alors que personne avant, parce qu'on était resté à la surface, n'avait vu ces allaitements. Mais ça ne suffisait pas. La relation entre la mère et le petit ne nous disait pas grand-chose de l'ensemble de la structure de la société. Il fallait que l'on comprenne l'ensemble des liens sociaux, l'ensemble des liens de parenté pour distinguer les liens sociaux des liens de parenté. Alors, on a voulu faire l'arbre généalogique du clan. Mais comment faire un arbre généalogique alors que, étant accepté, parce qu'on est très délicat avec les animaux, on s'interdit de les toucher ou de faire des biopsies. Eh oui, pour faire une analyse génétique, il faut avoir un petit bout de peau, un petit bout de chair. Habituellement, les scientifiques utilisent une arbalète avec un petit trocard. Sur les baleines, pas très agréable, parce qu'elles ont une peau qui est très épaisse avec beaucoup de graisse, mais les cachalots n'ont pas de graisse. Dès qu'on les touche, ils réagissent, ils sont extrêmement sensibles. Et donc, nous avons décidé d'utiliser le seul outil que nous avions à notre disposition, la patience. Et nous sommes restés à l'eau avec eux. Et nous avons attendu qu'ils perdent des petits bouts de peau. Là, je suis au-dessus de la tête de Irène, gueule tordue. Et hop, je vois qu'elle perd des bouts de peau. Le cachalot desquame assez régulièrement. Et je vais accompagner Irène et récupérer le petit bout de peau en ayant pris soin de filmer la caudale, la nageoire caudale de Irène qui présente une caractéristique qui permet d'identifier le bout de peau. Voilà, le petit cran que vous voyez sur la partie gauche de la caudale caractérise Irène. Et grâce à la patience, nous avons pu faire l'analyse génétique de l'ensemble des cachalots du groupe. Vous avez devant vous le premier arbre généalogique d'un clan de cachalots. Tout ça grâce à la connivence entre les cachalots et nous, les cachalots qui nous accueillent et nous, la patience et le temps. Que nous apprend cet arbre généalogique? Il nous apprend d'abord que dans un clan, eh bien, tous les animaux, tous, sont issus de la même arrière-arrière-arrière-grand-mère. Ils ont tous la même arrière-arrière-grand-mère commune. Comment est-ce qu'on voit ça? Quand on fait une analyse génétique, on a dans la cellule deux types d'ADN. L'ADN du noyau, qui va nous permettre de distinguer le père et la mère, de reconnaître le père et la mère, et dans la cellule, il y a aussi des petits organites qu'on appelle les mitochondries,
Et si on fait l'analyse de l'ADN de ces mitochondries, on trouve la lignée maternelle. Pourquoi? Parce que ces mitochondries ne sont transmises que par l'ovule. Par conséquent, on peut remonter le long de cette lignée maternelle et on s'aperçoit que tous les cachalots du clan appartiennent au même groupe. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on a analysé aussi de la peau des grands mâles qui viennent d'autres clans, d'autres groupes, et on a retrouvé un arrière-arrière-grand-père. Vous avez vu la petite photo de la petite femelle, la photo de la petite femelle avec son cordon ombilical? Eh bien, vous avez tout en haut l'arrière-arrière-grand-père qui est mort à Kerguelen. Cet arrière-arrière-grand-père, il a connu la période de la chasse. Il est né dans les années 40, la grande période de la chasse au cachalot. Donc ce clan-là est un clan de survivants. Et cette petite Lana a bien de la chance d'avoir vécu, parce que si la chasse ne s'était pas arrêtée dans les années 80, le grand mâle qui a donné naissance à sa grand-mère, puis à sa mère, n'aurait plus été là. Il a été l'un des rares survivants. Ce que ça nous montre aussi, c'est que les cachalots mâles qui viennent se reproduire dans les eaux tropicales où se trouvent les clans de femelles et de juvéniles vont jusque dans les eaux subantarctiques de Kerguelen et de Crozet. Pardon, je n'ai pas dit au départ que ce clan de Yeren-Gueule Tordu se trouve dans les eaux de l'océan Indien au large de l'île Maurice. C'est là où nous les retrouvons chaque année. Et que les clans qui restent dans les eaux tropicales sont des clans qui sont constitués uniquement de femelles adultes et de juvéniles, parce que les jeunes mâles à maturité sexuelle quittent le clan pour ne plus jamais y revenir, descendre vers les eaux subantarctiques et remonter lorsqu'ils sont socialement matures dans les eaux tropicales pour aller retrouver des femelles d'un autre clan. Donc nous avons montré, alors que personne ne l'avait montré jusque-là, le lien entre les cachalots mâles que l'on voit dans les eaux subantarctiques et les cachalots des eaux tropicales. Jusqu'à présent, personne n'avait pu montrer ça, parce que les balises que certains cétologues mettent sur les cachalots ne tiennent pas suffisamment, et parce qu'aucune photo d'identification n'avait permis de retrouver les mâles que l'on voit dans les régions subpolaires, en subantarctique ici, et les eaux tropicales n'avaient fait de match. Voilà, donc nous avons établi les liens de parenté de tous nos cachalots du groupe. C'était nécessaire parce que si on veut comprendre les relations sociales qui transgressent ces liens de parenté, il faut d'abord connaître les liens de parenté. Il est normal de voir des individus qui ont des liens communs très proches, la mère et le petit, la grand-mère, la mère et le petit, être ensemble. Mais si on veut comprendre les liens sociaux qui vont transgresser ces liens-là, il faut les avoir établis dans un premier temps. Après ça, nous avons mis au point tout un système d'appréhension des relations sociales dans le groupe. Et nous avons essayé de quantifier la force de ces relations en estimant, en mettant un indice de proximité. Quand deux cachalots sont ensemble et qu'ils se touchent, c'est beaucoup plus fort que quand deux cachalots nagent côte à côte. Donc on a fait tout un système qui établit une hiérarchie entre l'allaitement, qui est la relation sociale, vous allez voir pourquoi, et pas simplement parentale, la relation sociale la plus forte, et puis après deux cachalots qui nagent côte à côte, qui se touchent, qui se caressent en binôme, et puis après les caresses en groupe. Quand 4-5 cachalots se caressent ensemble, ça veut dire qu'ils sont très proches quand même les uns des autres. Et puis après, des cachalots qui nagent ensemble, et puis des cachalots que l'on voit le même jour sur le même plan d'eau, mais pas ensemble. Bref, à la fin de chaque journée, nous établissons une sorte de matrice des relations sociales qui nous permet
d'avoir les liens de proximité, d'affinité les plus importants. Et ça nous a permis de distinguer tout d'un coup la mère des nounous. Parce que nous nous sommes aperçus que chez les cachalots, les petits n'étaient pas allaités que par leur mère. Mais lorsque la mère n'avait pas suffisamment de lait, lorsqu'elle était absente, elle confiait son petit à une nounou. Pour distinguer la nounou, il fallait connaître les liens de parenté. Et pour voir qu'il y avait des nounous, il fallait faire ce type de suivi régulier du petit, enfin, des cachalots et de leurs affinités. Je vous montre ici une séquence exceptionnelle où la petite Lana, qui va téter ça, un autre bébé vient la solliciter, elle ne le nourrira pas. Un petit et un seul. Et puis, nous avons découvert qu'il y avait un autre personnage intéressant. C'est elle, cette femelle cachalot avec la pectorale qui est sectionnée. Nous, c'est la babysitter. Cette babysitter surveille, protège, sépare les petits qui sont dans la crèche. C'est elle qui, depuis 2011 et jusqu'à l'année dernière, a surveillé les 20 petits qui sont nés. Gardez une crèche de plus grosse crèche. Vous voyez, regardez la délicatesse extrême de cette babysitter pour les petits. Là, ici, c'est la petite Myriam, qui est née un mois après la petite Varuna que vous avez vue tout à l'heure. Et là, on voit le passage de la petite Myriam qui était avec sa babysitter et qui retrouve sa maman. La babysitter ramène la petite Myriam à sa maman Issa, qui est remontée des profondeurs après la chasse et qui est venue la retrouver. Babysitter, nounou, c'est les personnages principaux de la société des cachalots. La société des cachalots est une société solidaire, l'une des plus solidaires de tous les cétacés. On cite souvent les orques. Si on étudiait plus les globicéphales, je pense qu'on citerait les globicéphales. Mais les cachalots ne peuvent pas vivre hors de leur société. Ils sont tout tournés sur le groupe. Solidaire, solidaire, solidaire. Et quand on demande quel est le personnage principal, quel est le personnage qui guide le groupe, il n'y en a pas. Quel est le personnage important, le plus fort, celui qui emmène, celui qui lead? Il n'y en a pas. Et celui qui est important? Germine, la babysitter. Au cours des 11 années, on s'est aperçu que c'était le seul personnage qui avait une place constante dans le groupe. Irène Gueule-Tordue, je vous ai dit au début, c'était la matriarche du groupe, c'est ce que j'avais cru. Elle était matriarche du groupe de 2011 à 2017 parce qu'elle avait son petit, puis il en a eu un autre. Et puis, lorsque d'autres femelles ont eu les petits, c'est à leur tour qu'elles ont attiré toute l'attention du groupe autour d'elles. Et si on avait regardé à cette époque-là, on aurait dit « Ah, c'est elle, les matriarches ». Alors que la babysitter Germine, de 2011 à 2024, elle a systématiquement, et elle seule, gardé la crèche. Une crèche qu'elle a vu grossir. Elle a eu donc au début 3 jeunes cachalots, les jeunes mâles de 2011, et puis se sont ajoutés en 2013 3 autres cachalots. Et puis 2014, 2015, 2017, elle a surveillé cette crèche. Donc, une structure sociale qui est solidaire et qui s'exprime, comme vous l'avez vu, beaucoup par des caresses, cette solidarité. Les cachalots
les gros cachalots, les balourds, c'est les rois de la caresse. C'est les maîtres escaresses. Les cachalots passent leur temps à se caresser. Comme je le disais, ils ont une peau extrêmement fine. Et ils roulent les uns sur les autres. Ils s'entremêlent. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui font ça. Je pense qu'il n'y a qu'eux. Alors au début, on regarde ça avec un peu de... Bon, ils se caressent. Et puis après, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se dire en se caressant comme ça? Ils passent beaucoup, beaucoup de temps. Et petit à petit, en les regardant, je me suis dit, ouais, ils doivent raconter des choses en se caressant qui ne peuvent pas être exprimées autrement. Et quand on y réfléchit bien, la caresse, c'est un moyen de communiquer incroyable. Même chez nous, les humains, surtout chez nous, les humains. Aucun mot, aucun poème ne dit ce que peut dire une caresse offerte et une caresse reçue. Les amoureux savent ça. La mère et son petit, c'est ça. Quand on ne sait pas parler, quand on ne peut pas parler, on échange des choses très fortes, très, très, très fortes, qui passent par les caresses. La communication tactile, c'est quelque chose qu'on a un peu négligé, un peu oublié. Et les cachalots, eux, depuis 25 millions d'années, qui sont véritablement cachalots, ils sont retournés à l'eau il y a 55 millions d'années, leurs ancêtres étaient terrestres, mais depuis 25 millions d'années où ils sont cachalots, eh bien, ils ont petit à petit mis en force, en évidence, cette manière de communiquer que les autres cétacés n'utilisent pas. Les dauphins ne se caressent pas, les baleines ne se caressent pas, les orques ne se caressent pas, les globicéphales, eux qui sont si sociaux non plus, ne se caressent pas. Mais les cachalots, c'est des heures par jour qu'ils se caressent. Mais comme vous l'avez entendu, les cachalots communiquent aussi par des sons. Ces sortes de claquements secs. Alors, ces claquements secs, comment sont-ils produits? Eh bien, ces claquements, ils ne sont pas produits par la langue. Hein, non, ils sont produits par le nez. Le nez, alors, voilà, vous voyez en marron, c'est le squelette du crâne et des mandibules, la masse marron. Et ce qui est devant le crâne, c'est une masse graisseuse qu'on appelle le spermacétie et qui est constituée d'une graisse si fine que c'était celle que recherchaient les baleiniers parce que c'était extrêmement une graisse extrêmement fine et pour huiler nos mécaniques de précision. Donc cette masse graisseuse qui s'est développée devant le crâne a étiré les narines très loin devant. Et on voit là, en violet, l'ouverture de la narine sur l'avant gauche. Le cachalot a une seule grosse narine, avec les deux conduits des narines qui se rassemblent sur l'avant gauche. Ces deux conduits, étirés vers l'avant, ont deux utilisations différentes. La première, normale, c'est pour respirer. Le conduit gauche sert à la respiration. Vous avez vu tout à l'heure le souffle du cachalot. Eh bien, après ça, il inspire et ça va directement au poumon. Il n'y a pas de relation entre ce conduit et tout ce qui touche l'ésophage. Comme nous, il n'y a pas de communication entre l'appareil digestif et l'appareil respiratoire. Mais il n'y a qu'un seul conduit qui conduit au poumon, l'air, indispensable au cachalot. L'autre conduit, étiré encore plus par la masse graisseuse, s'est transformé en appareil à percussion, ou plutôt à production de P.
petit P qui est produit en compressant le conduit nasal droit. Il y a de l'air dedans, il est comprimé par des muscles et ça fait... Et l'histoire se serait arrêtée là si ce petit P ne faisait pas un aller-retour dans la masse graisseuse, n'était amplifié par ce trajet dans la masse graisseuse et des sortes de lentilles de Fresnel de graisse et ne ressortait de la tête sous forme de clic, de claquement sec, qui est le plus puissant son qu'on enregistre dans le règne animal. Et ces claquements secs sont audibles, hein, c'est dans notre gamme de fréquences, donc on les entend très nettement sous l'eau. Et c'est ces claquements qui vont servir à deux choses, la communication et ce qu'on verra tout à l'heure, l'écolocalisation, c'est-à-dire la localisation en utilisant l'écoute de l'écho que le son, que le claquement produit a lorsqu'il rebondit sur un obstacle. Mais voyons ce claquement pour la communication. Comment est-ce qu'on les enregistre? Bien, on les enregistre avec des hydrophones qui permettent d'abord de les enregistrer. Voilà. Ici, je suis dans l'eau avec un appareil qui a à la fois 2 caméras et 5 hydrophones. Alors, pourquoi 5 hydrophones pour enregistrer un simple? Parce que c'est assez simple, lorsqu'il n'y a qu'un cachalot dans l'eau, de savoir qui est-ce qui émet le. Mais lorsqu'il y a plusieurs cachalots, on ne sait pas, comme on ne voit pas de mouvement de la bouche, il n'y a pas d'expression, quel est le cachalot qui émet les clics. Et si on veut commencer à comprendre la communication, il faut d'abord savoir quel est le locuteur. On est face à des cachalots qui sont en groupe et qui émettent des... Qui est-ce qui parle? Comment savoir? Jusqu'à présent, personne n'était capable de savoir d'où venaient les sons. Donc, avec l'équipe du professeur Glotin, un acousticien de Toulon, on a mis au point cet appareil à 5 micros. 2 micros, c'est distant de 60 cm en haut, 2 micros en bas et un micro central. Et ainsi, on peut calculer la différence d'arrivée du son sur chacun des micros. Si par exemple, Christian, je tiens comme ça mon appareil et que c'est toi qui émets le claquement, le claquement va arriver d'abord sur le micro en bas à droite, puis en haut à droite, puis au centre, puis en bas à gauche, et puis en haut à gauche. Et ainsi, on va trianguler, on va pentanguler vers Christian. Et on va pouvoir calculer la source. Et donc relier les claquements à l'individu et à son comportement. Même dans une situation comme celle-ci, où les deux cachalots sont tête à tête. C'est le travail de Lara Berkenbaum, qui est l'une de nos thésards, qui travaille là-dessus et qui essaye, dans les situations les plus compliquées, à positionner, sur les images que vous allez voir, chaque clic émis par l'un des cachalots. Et ça donne ça. Le petit point rouge indique la source du clic. Et on voit ici que c'est Ali, qui est le cachalot du haut, qui émet les clics et qui interpelle un autre cachalot mâle qui s'appelle Darren. Donc, grâce à cet appareil, on va pouvoir attribuer à chacun les clics. Et donc, les expressions sonores. Et tout d'un coup, relier ces expressions sonores avec les comportements. Et ça donne ça.
je vais vous montrer 2 cachalots femelles. Ici, on a pour simplifier mis des barres qui correspondent à des barres qui vont clignoter à chaque clic, qui vont correspondre à chacun des cachalots. La barre enfin, cette barre-là, pour vous à gauche, pardon, c'est la gauche là, oui. Qui va être le cachalot qui va apparaître, qui s'appelle Delphine. Ce sont 2 femelles adultes qui s'interpellent. Delphine appelle avec une expression sonore à 8 clics. Et surtout, elle va se mettre en position, en attitude, sur le dos, offrir son ventre. Vanessa va répondre. Si Vanessa n'avait pas répondu, Delphine ne serait pas montée. Mais à partir du moment où Vanessa répond, alors les 2 cachalots viennent l'un contre l'autre et se font des caresses. Pour la première fois au monde, et j'insiste là-dessus, comme pour l'arbre généalogique, on a pu associer, en se mettant à l'eau avec eux, j'insiste là-dessus, des comportements, des individus et une expression sonore, celle que vous entendez là. Cette expression sonore à 8 clics est caractéristique de 3 choses. La première, du clan de Irène Gueule Tordue. Les autres clans n'utilisent pas cette expression sonore à 8 clics lorsqu'ils veulent des caresses. Parce que cette expression sonore à 8 clics, la deuxième clause, c'est « je veux des caresses ». Quand un cachalot veut que l'autre vienne et avoir des contacts physiques avec lui, il émet cette expression sonore. Si l'autre ne répond pas, encore une fois, il n'y a pas de contact physique. Et cette expression est donc utilisée dans le clan de Irène Gueule Tordue. Il y a d'autres clans à l'île Maurice. Ils n'utilisent pas cette expression-là, ils utilisent une autre expression sonore, à 5 clics. Ce qu'on appelle la 5 régulière, ou d'autres encore qui utilisent la 4+2. Et on s'est aperçu, petit à petit, que chaque clan de cachalots utilisait ces expressions propres. On ne sait pas pourquoi. Il y a d'autres groupes d'expressions qui semblent communes, mais dans le cadre de cette demande de contact physique, c'est cette coda ici qui est utilisée dans le clan d'Irène. Et vous voyez, chaque barre symbolise un clic. La hauteur de la barre, c'est l'intensité du clic. Et vous avez ici un dialogue. Les premières, je ferai, c'est... Et puis après, tout de suite, la réponse de Vanessa. Et puis, à nouveau, Delphine qui appelle. Et la réponse de Vanessa, les grandes barres. Voilà. Donc, grâce à cet appareil, on peut associer pour la première fois une expression. Vous avez entendu des tas d'autres expressions et on n'y comprend rien du tout, hein. Mais c'est un premier pas pour rentrer dans la communication sonore des cachalots. Alors, communication sonore, vous avez entendu. Ça peut durer 2 minutes. Où c'est qu'on coupe? Où est le silence signifiant? En 2 mots, aujourd'hui, on ne sait pas où couper. On ne sait pas comment, en dehors de ces expressions très simples, ici à 8 clics, ou à 5 clics, ou à 6 clics, on ne sait pas où arriver à trouver des expressions sonores dans des sortes d'enchaînements de clics. Et le travail que nous essayons de faire, c'est de trouver des silences signifiants.
où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête. Donc, la confiance que les cachalots nous accordent est essentielle parce qu'on est obligé de rester avec eux des heures pour pouvoir avoir l'ensemble des comportements et des échanges sonores. Donc on reste dans l'eau au milieu des groupes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais je vous ai montré 5 minutes, mais on a des 1h40, j'ai 1h40 au milieu du groupe d'un enregistrement d'échange. Et c'est important parce que là, on est sûr qu'il n'y a pas d'échange, le groupe n'est pas encore fait, il n'est pas encore constitué, le groupe se constitue, il y a des échanges, et puis il se sépare, il y a un silence. Donc on sait exactement que dans cette scène-là, on a les échanges complets. Mais après, là-dedans, il faut essayer de trouver comment est-ce qu'on séquence ces longs échanges de clics. C'est le travail que nous menons en ce moment. Et on est arrivé à isoler d'autres échanges qui nous semblent pertinents, ce qu'on a appelé le clic balise, qui est uniquement émis par la mère, la nounou aussi, oui, la mère ou le plus souvent la babysitter, qui veut rappeler un petit qui est trop loin, ou son petit qui est trop loin. La mère se positionne à l'horizontale et émet toutes les secondes un clic. Et elle se met à tourner sur elle-même comme une balise. Elle tourne dans toutes les directions. Jusqu'à ce que son petit revienne vers elle. Bon. Ça, on l'a filmé plusieurs fois et donc dessus c'est assez spectaculaire parce qu'on voit la mère qui tourne comme ça et tout d'un coup le petit qui revient, ou on est dans un groupe où le petit est en train de jouer et on entend au loin donc elle tourne, le son vient très fort quand elle est on axis, quand elle clique vers nous, et tout d'un coup le petit, quand il entend ça, comme s'il était piqué, hop, il file et il disparaît au loin et il retrouve sa mère. Voilà un certain nombre d'échanges sonores. Et puis, mystérieux. Je vous ai parlé jusqu'à présent des femelles et des jeunes qui donc forment société sans mâle. Société sans mâle. Parce que donc, les jeunes mâles à l'adolescence quittent le groupe maternel pour ne plus jamais y revenir. À l'adolescence, qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien. Dans la littérature, l'adolescence, c'est entre 6 et 16 ans. Un cachalot pouvant vivre 80 ans. Donc 6-16 ans, on va dire qu'il y a un écart type qui est ouf, trop important pour que ça renseigne. Notre jeune mâle le plus âgé, qui était jusqu'à l'année dernière toujours dans le clan, c'est Elliot. Et l'année dernière, 2024, il est né en mars 2011, 13 ans, il était toujours là. Mais pour la première année, il s'était un petit peu éloigné du groupe, il était un peu distant et il était très proche d'un grand mâle, Excellence, et il est probable que cette année nous ne le retrouvions plus et qu'il est parti vers le Grand Sud pour ne jamais revenir dans le clan. Et donc on voit beaucoup de grands cachalots mâles dans le Grand Sud, mais de temps en temps, ces mâles, pour qu'il y ait reproduction reviennent dans les groupes de femelles et d'immatures, donc des eaux tropicales. Et voilà les mâles qui arrivent. Je rappelle que chez les cétacés, les mâles reproducteurs sont fuis. Les femelles en ont peur, les petits aussi. Chez les baleines à bosse, les mâles sont craints parce qu'ils agressent les femelles et ils peuvent tuer des petits pour s'accoupler. Chez les dauphins, c'est aussi assez violent. Chez les cachalots, les grands mâles, lorsqu'ils arrivent, on leur fait fête. On leur fait fête. Non seulement le clan fait cortège, mais il y a souvent plusieurs clans.
lorsque, comme ici, Jonas, vous voyez, c'est ce grand mâle qui se retourne là sur le dos et qui monte son ventre, qui est un petit peu en arrière-plan, arrive, il est escorté par 40, 50 femelles et jeunes. Et vous voyez en arrière-plan ce petit cachalot qui caresse le grand mâle avec son museau. C'est Elliot, donc un mâle adolescent, qui le caresse et qui lui fait fête. Les grands mâles sont attendus. Les grands mâles sont attendus. C'est l'un des rares groupes de cétacés où les mâles ne sont pas craints mais fêtés, accueillis, attendus. Et ces grands mâles qui viennent à un rythme que nous ne connaissons pas, il y a évidemment chaque année des mâles dans le clan d'Irène Gueule Tordue, mais on ne sait pas combien de temps chacun reste et on ne sait pas à quel rythme ces mâles passent. Ce qu'on sait, c'est deux choses. D'abord, que les couples, mâles, femelles, sont fidèles. On tombe par terre. Quand on lit dans la littérature, c'est les cachalots mâles se battent pour former des harems. Mais où on a vu ça? Pas de combat, jamais. Pas de harem. Non, notre analyse génétique montre qu'il y a un taux de frères vrais, sœurs vrais dans le clan des Irène Gueule Tordue qui ne peut pas être dû au hasard. Mais pas du tout. C'est impossible. Donc, les mères attendent de retrouver le même père pour avoir un nouveau petit. Et parfois, elles attendent des années. Le rythme de naissance, c'est au mieux tous les 5 ans. Mais parfois, 6, 7, 10 ans. Dans notre clan, on a eu beaucoup de mères qui ont eu plusieurs bébés. Et Lucie est la mère qui a eu les bébés les plus rapprochés. Roméo en 2013, Darren en 2018 et 5 ans plus tard, la petite Varuna en 2022. Les autres femelles ont eu, avec le même père, des petits à 6 ou 7 ans d'intervalle. Et pourtant, il y a des mâles toute l'année. Et les mères peuvent avoir des petits toute l'année, très vite après avoir accouché. Par conséquent, ça montre bien qu'il y a une intention de se réaccoupler avec le même mâle. Alors on ne sait pas si c'est fidélité de couple, si c'est les femelles qui choisissent, mais c'est tout le contraire de ce qu'on lit dans la littérature. Fidélité. Donc fidélité relative, hein, parce qu'il peut y avoir un mâle qui a plusieurs femelles du même groupe. On a des demi-frères qui sont demi-frères de père et non pas de mère. Mais cette fidélité-là est tout à fait étonnante. Donc pas de harem, pas de combat. Et on disait que les mâles n'avaient aucun lien sociaux, ne faisaient que la reproduction. Dans la littérature, c'était des sacs à sperme qui passaient d'un clan à l'autre. Eh bien, nous avons découvert tout autre chose. Bien qu'il soit très peu présent dans les clans, celui que nous avons vu rester le plus longtemps, c'est Reza, il est resté 7 semaines, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas resté plus, il est resté au moins 7 semaines. Mais comme nous pouvons rater la présence, hein, quand on est dans l'eau et en biologie en général, ce qu'on voit existe, ce qu'on ne voit pas, on ne sait pas. Si on ne voit pas un cachalot, ce n'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'on ne l'a pas vu. Hein. La négation n'est pas possible. C'est comme quand un cachalot disparaît, il disparaît. On ne peut pas dire qu'il est mort, sauf si on voit son cadavre. Donc, Reza est resté 7 semaines, peut-être plus, mais ce n'est pas beaucoup
sur 365 jours. Donc, on pensait jusqu'à présent que ces mâles ne jouaient aucun rôle social. Et pourtant, ces mâles discutent largement avec les jeunes. Quand ils se mettent à la verticale, comme ça, ils vont émettre des clics très particuliers qu'on appelle des clangs. Et lorsqu'ils émettent ces clangs, l'ensemble des jeunes viennent se positionner sur leur tête et les caresser. Vous allez voir, j'ai coupé un petit peu et ça va faire une toupie. Voilà. Voilà. Et ils descendent caresser le grand mâle. Ces échanges sonores peuvent être très très longs. Que se disent-ils, j'en sais rien du tout. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont longs, amicaux, que la plupart des cachalots qui sont là sont des mâles, que s'ils échangent de façon amicale comme ça longtemps, c'est certainement pas pour se reproduire les uns avec les autres. Par conséquent, si ce n'est pas pour des raisons de reproduction, ça ne peut être que pour des raisons sociales. Et ces échanges très longs, on imagine qu'il s'agit peut-être de transmission d'informations. Peut-être que les grands mâles racontent comment on migre. Enfin, on peut tout imaginer. Peut-être d'ailleurs qu'ils racontent juste des belles histoires. Waouh, dans le sud, les albatros, les éléphants de mer, les tempêtes, les 50e hurlants. Mais jamais personne, et aucun baleinier bien sûr, n'avait imaginé que les grands mâles échangeaient avec les jeunes. Voilà, tout un mystère qu'on essaye de percer. On a beaucoup d'enregistrements, on est loin du compte, mais voilà, on essaye d'avancer dans ces échanges-là. Et puis, il y a des choses encore plus troublantes, beaucoup plus troublantes. C'est des moments où les échanges ne sont plus au sein du groupe, mais extérieurs au groupe. Je vais vous raconter l'histoire d'Eliot, le cachalot. L'Eliot dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'explorateur, avec un caractère incroyable. Cet Eliot, que je connais bien, un jour où nous avions avec René complètement raté la plongée parce que les cachalots s'étaient enfoncés pour aller chasser les calmars à 1000 mètres de profondeur et où nous étions sur le point de remonter sur le bateau, j'entends et très nettement, mais on entend avec René, alors on fait comme ça, on cherche, on voit rien, et tout d'un coup, Eliot arrive. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé. J'ai coupé le début, il arrive, il s'approche, il commence à danser, et il va se mettre comme ça à la verticale. Quand il se met à la verticale comme ça, c'est déjà une invite. Mais il ne fait pas ça avec les plongeurs, c'est une invite pour un autre cachalot. Il commence à danser. Il est bien quand les cachalots se leurrent. Et puis, petit à petit, il va commencer à m'interpeller. D'abord, de façon assez ordinaire, toute une série de clics qu'on appelle des crics, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et puis, il utilise la coda à 8 clics, caractéristique d'une demande de câlin et de caresse. C'est un cachalot sauvage. Il est venu de son propre chef. Il est le maître du jeu. Je nage un peu moins vite que lui, je plonge un peu moins profond.
C'est lui qui dirige cette rencontre. C'est à sa demande. Cette rencontre, elle va durer 17 minutes au total. Regardez, j'essaye, voilà, maladroitement, regardez bien. Hop, je cabriole, il cabriole. Il va maintenant, il recule. Pour un cachalot ou un cétacé, reculer, c'est vraiment très difficile. Et il en est sans asservissement, sans soumission, aux deux. Et je suis bien inutile de le dire, mais lui aussi, comment je peux dire qu'il est bien? Parce qu'un animal sauvage qui n'est pas bien, il s'en va. Il a l'océan pour lui. Il a l'océan pour lui. Et il reste. Et il insiste. Et il utilise cette coda particulière. Encore et encore. Au bout d'un moment, d'ailleurs, il y en a 40 et quelques, il change. Il passe de la coda à 8 clics à 7 et puis à 9 clics, puis il revient à la 8. Il a l'air de se dire, c'est moi qui imagine. Mais il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Regardez aussi l'attention avec laquelle il se contorsionne pour éviter de toucher René avec sa caméra, parce que des fois, je ne laisse pas assez de place entre René et moi, donc il passe juste à côté de la caméra. Il est extrêmement attentif, délicat. Cette rencontre est bouleversante, parce qu'elle montre deux choses. D'abord que nous n'avons pas le monopole de l'envie d'étudier les autres, de s'intéresser aux autres, ni le monopole de l'envie d'apprivoiser les autres, autres espèces. Il n'y a pas que nous qui voulons apprivoiser les écureuils, les renards ou les biches. Le cachalot, oui. Ça remet à sa place. Surtout lorsqu'on a l'habitude d'être celui qui interroge et que tout d'un coup, on se retrouve être l'objet de toutes les attentions. Ce que vous voyez là, c'est un plan séquence, c'est pas monté, hein, ça a été tourné en longueur. Et je laisse la longueur parce qu'encore une fois, elle montre que non seulement c'est lui qui est le maître du jeu, mais qu'il est bien, parce que tant qu'il reste, ça veut dire qu'il est bien. Ce qu'il y a d'extraordinaire encore dans cette séquence-là, c'est la fin. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette séquence-là, c'est pas simplement qu'il a voulu m'apprivoiser. C'est qu'il n'y a que lui, Elliot, qui fait ça. Et ce n'était pas la première fois. Les autres cachalots, le petit Arthur, jamais j'ai pu l'approcher. Jamais il ne m'a approché. Son demi-frère, tache blanche, un peu plus gros, un peu plus costaud que lui, il ne vient pas. Oui, il passe comme ça et il s'en va. Les autres, les femelles, si, Delphine m'aime bien aussi. Mais il n'y a que Elliot qui fait ça. Et qui a fait ça avec moi. Il est unique. C'est le Marco Polo des cachalots. Il est singulier. Il a une personnalité formidable. Mais si lui est unique, tous les autres sont uniques. Parce qu'on ne peut pas avoir de cachalot unique au milieu d'une troupe de clones. On ne peut pas avoir un Léonard de Vinci au milieu d'humains qui soient tous semblables. Nous sommes tous différents. Léonard de Vinci était différent, génial. Eh bien, c'est Léonard de Vinci. Non, ce que ça montre, c'est que si lui est unique, chaque cachalot est unique, chaque cachalot est un singulier, chaque cachalot est irremplaçable. Et pas comme on le disait, remplaçables les uns par les autres. On en tue un, l'autre le remplacera. Et si nous avons mis 15 ans pour nous apercevoir que chaque cachalot était singulier, en passant des jours, des semaines, des années avec eux, si nous passions le même temps avec les autres créatures vivantes, requins,
requin blanc, requin marteau, cerf, nous nous apercevrions de la même chose. Chaque créature vivante est singulière, unique, irremplaçable. Par conséquent, si nous devons effacer des vies pour nous nourrir, parce que nous avons aussi droit d'existence et droit de vivre, mais il faut quand même le faire avec modération et en ajustant nos prélèvements. Parce que chaque fois que nous effaçons une vie, c'est une singularité et c'est pour toujours, comme pour nous-mêmes. Voilà ce que nous racontent Eliot et le clan des cachalots. Merci. Merci, cher François, pour toutes ces années passées sous l'eau à devenir le docteur Dolittle, en quelque sorte, de la mer. Tu veux dire quelque chose? Oui, je veux dire quelque chose. Pardon. Sous l'eau, on n'est jamais seul. On est toujours en équipe, vraiment. Alors, je présente dans l'ordre Véronique, mon épouse, qui devrait être là ici parce que c'est elle qui en sait le plus. René Euzé, le caméraman. Axel Prudhomme, qui, quand nous ne sommes pas là-bas, lui fait l'ensemble des observations qui constituent les données sur lesquelles nous nous appuyons. Et tous les étudiants qui, aux côtés d'Hervé Glotin, Jean-Luc Jung, ont fait les études qui me permettent aujourd'hui de faire le malin. Quand je dis, ça veut dire, je voudrais une caresse, c'est qu'il y a Justine qui a analysé 1700 Kodak comme celle-ci et associé aux images qui étaient tournées en même temps. Donc c'est une équipe. L'équipe de Longitude 180 et l'équipe de Toulon et l'équipe du Muséum d'Histoire naturelle. Bravo donc aussi à l'équipe. On a un petit quart d'heure pour poser des questions. Donc je pense qu'il y en a beaucoup. Si tu peux faire des réponses courtes pour qu'on puisse poser le maximum de questions. Qui souhaite intervenir? Deux micros. L'autre micro est là. On va se mettre on mettait un côté chacun. Merci de vous présenter. Bonsoir. Merci beaucoup, Monsieur Sarno, pour ce partage de connaissances qui est toujours émouvant. Et alors justement, j'aimerais savoir quel est votre conseil si nous aussi, nous souhaitions un petit peu approcher de plus près et s'immerger auprès de ces mammifères, enfin peut-être pas des cachalots qui sont plus difficiles, mais d'autres mammifères, et pour pouvoir s'émerveiller aussi et peut-être avoir une petite rencontre, une légère connaissance, ou du moins une rencontre avec ces êtres. Comment faire pour cela? Et voilà, si vous pouviez nous dire. Ça va être très court. Respect, patience, et on reste passif et on attend. That's it. Et si vous devez aller à l'eau, évitez absolument les bandits qui, pour faire du commerce, vont vous jeter à l'eau sur les animaux, les agresser et revenir après chercher de nouvelles personnes pour se jeter à l'eau sur les animaux. Allez avec quelqu'un qui est un maître S rencontre. La rencontre est belle et authentique si c'est l'animal qui vient à votre rencontre et qui vous permet tout d'un coup de tenter de trouver la distance juste pour vivre quelque chose ensemble. Mais dans tous les cas, nous, on est passifs. Voilà, on attend. Bonjour, je suis en première année à l'ICP et je voudrais savoir s'ils ont des moyens de s'identifier avec leurs identités, par exemple s'ils ont des signes spéciaux pour, par exemple, est-ce qu'ils ont des prénoms, mais c'est bête, mais est-ce qu'ils ont par exemple des codes que chacun ils sont propres pour communiquer, ou alors ils ont des clés de langage similaires? Je ne sais pas répondre à votre question. On a essayé, vous voulez dire que ils se nomment eux-mêmes, hein, ils s'interpellent avec des noms. Un biologiste qui a travaillé sur les dauphins a essayé en bassin, a essayé de mettre en évidence l'idée que chacun avait une séquence sonore qui le nommait.
j'ai assisté à ce qui voulait être une démonstration. Je n'ai pas trouvé ça évident parce que le petit partait même avant que la mère ait appelé. Et quand on réenvoie le même signal, il ne bouge pas. En 2 mots, je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin ici surtout de s'interpeller par des prénoms. Donc, on essaye de voir s'il y a des identifiants, mais il y a 2 choses dans un identifiant. Quelque chose qui peut permettre de reconnaître quelqu'un sans pour autant avoir la volonté de donner ce signal comme signe de reconnaissance. Par exemple, quand je traîne des pieds, Véronique, mon épouse, me reconnaît moi. Ce n'est pas pour autant que je traîne des pieds pour qu'on me reconnaisse. Donc il y a des identifiants ou des caractéristiques que l'on peut mettre en évidence et qui ne sont pas pourtant des caractéristiques intentionnellement émises. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que à ce jour, nous n'avons, et chez l'ensemble des groupes de cétologues qui étudient cachalots, dauphins, ça, pu mettre en évidence véritablement une caractéristique sonore qui permette d'identifier, de nommer. Et l'autre chose que je veux dire, chez nous les humains, on est complètement focalisé sur le signal sonore, je nomme. Mais chez les autres êtres vivants, l'ensemble des sens peuvent caractériser quelqu'un. Comment dire, on peut se nommer de façon bien différente et surtout, la communication ne se limite pas au son. Donc il faut penser global, il faut penser communication globale. Et là, c'est bien difficile parce que cette communication, elle utilise des sens qu'on n'a pas, pour lequel on n'a même pas de mots, on ne peut pas qualifier. Donc c'est assez compliqué. Nonobstant le fait que je ne crois pas beaucoup, nous recherchons quand même des identifiants sonores. Voilà. Merci. Qui souhaite intervenir? Bonjour, c'était passionnant, absolument. Alors, on a vu du côté mâle, les grands mâles font la classe, entre guillemets, aux jeunes mâles. Enfin, est-ce que c'est du côté femelle, ça se passe aussi, ça? Des groupes de jeunes femelles qui se tournoient autour d'une femelle senior. Elles sont tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. C'est-à-dire que le clan est très, très soudé. Et tous les jours, les jeunes femelles sont avec leur nounou, la babysitter ou leur mère dans des groupes. Ils forment ce qu'on appelle les socialisations, ce qu'autrefois on appelait quand ils faisaient la marguerite, les baleiniers disaient ils se mettent tête contre tête pour faire la marguerite. Quand ils sont agressés, ils nagent vite, ils s'en vont, ils fuient. Mais la marguerite, c'est tête contre tête pour dialoguer, se caresser. Encore une fois, les échanges sont très complexes. Ils sont à la fois tactiles, hein, c'est des animaux très haptiques, et sonores. Donc les échanges entre femelles et jeunes, mâles et femelles, c'est toute la journée. Et c'est très difficile de savoir ce que signifient ces échanges. C'est pour ça que les mâles, nous les constatons. On en a des heures d'enregistrement, mais on est là face au mystère. Il faut le laisser brancher le micro. Quels sont les prédateurs éventuels des cachalots? Est-ce que les orques ont une prédation peu élevée ou importante sur les cachalots? Alors, les prédateurs, c'est orques, globicéphales, pseudorques, c'est-à-dire de la même famille, c'est les cétacés. Prédation sur les petits. Oui, dans le clan d'Irène, il y a plusieurs petits qui ont été tués par des globicéphales. On a signalé, il y a quelques publications là-dessus, de la prédation sur adultes par des orques et des pseudorques, que ce soit dans le golfe du Mexique ou dans la région de Ceylan, où des groupes sont un peu étudiés. C'est peu fréquent. Les risques de mortalité sont plus liés aux collisions avec les bateaux, en particulier en Méditerranée, où les cachalots leur zone de nourrissage se trouve être sur les routes des navires, et pas que des navires de commerce, mais des navires de tourisme,
ou des vedettes particulières. Vous savez, c'est qui filent à 35 nœuds et qui les heurtent ou les découpent. 15% des cachalots que nous observons en Méditerranée, parce qu'on mène aussi une étude en Méditerranée, sont couverts de cicatrices ou présentent des blessures profondes qui sont liées au choc ou aux hélices des bateaux. Donc ça, les filets, dans certains endroits où ils se prennent dans les filets, donc, et maintenant l'ingestion de plastique. Il y a de plus en plus de plastique, les cachalots jouent avec des plastiques, et en aval, lorsqu'on fait des autopsies, très souvent le cachalot est plein de plastique. Enfin, l'estomac, les intestins sont pleins de plastique. Une question des... Non? Oui. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui. Bonsoir monsieur, je vous remercie beaucoup pour votre intervention qui est très intéressante. Je m'appelle Grégoire, je suis en master d'histoire maritime sous la direction de monsieur Buchet, ici à l'ICP. Et je voulais savoir quels sont les besoins nutritifs d'un cachalot suivant son âge. Alors, un cachalot adulte femelle, alors les cachalots se nourrissent essentiellement de calmars. Un cachalot adulte femelle, fait 10 mètres, entre 10 et 11 mètres, c'est 450 kg. Un mâle de 18 mètres, c'est 1 tonne. Ce sont des estimations qui ont été faites sur des cadavres. Enfin bon, c'est des estimations. Hein, voilà. Donc, on n'en sait pas beaucoup plus. Et les grands mâles dans les régions subpolaires se nourrissent non seulement de calmars, mais aussi de raies, de poissons, de petits requins. Et donc, leur régime alimentaire est plus varié que dans les zones intertropicales où les femelles et les jeunes, c'est vraiment calmar, calmar, calmar. Voilà. Alors, calmar géant, de temps en temps, mais la plupart des calmars et les becs de calmar qu'on récupère, nous, c'est des calmars qui font à peine 1 kilo. Donc il faut plonger, 15 plongées en gros par jour de 1 heure. Enfin bon, on fait un cycle complet de 50 minutes de plongée, 10 minutes de récupération. 15 plongées, c'est à peu près la moyenne des cachalots. Ils descendent à 1000 mètres, ils remontent, ils respirent, etc. pour avoir 450 kilos. Oui, bonjour. J'avais entendu une rumeur qui disait qu'on pouvait mourir avec l'intensité du bruit des clics des cachalots. Alors c'est la rue qui meurt, mais pas nous. Non, c'est... par contre, on le sent. Lorsque le cachalot vient vers nous, je ne sais pas si j'ai mis la vidéo au bout, s'il y a encore... Non, j'ai dû l'enlever. Lorsque le cachalot vient vers nous et... on le sent, mais on ne meurt pas, heureusement. Et sinon, on serait tous morts. Non. Autre question. Bonjour. Là-haut, merci beaucoup pour votre présentation. Et puis après, madame. Oui. Je voulais savoir si tous les comportements que vous avez étudiés dans ce groupe sont propres à l'espèce ou au groupe, ou est-ce qu'il y a eu des études avec d'autres familles, entre guillemets, avec des comportements de nounou, d'accueil des mâles similaires? Alors, là encore, je ne peux pas répondre à la question. Nous sommes les seuls au monde à aller étudier les cachalots chez eux dans leur milieu. Les autres cétologues s'interdisent ça. Bon, depuis quelques années, ayant vu nos observations, ils commencent à se mettre à l'eau. Mais les cétologues, jusqu'à présent, étudiaient les cachalots en essayant d'interpréter les signes qu'ils voyaient à travers la surface ou depuis la surface et en essayant d'interpréter les sons. Ils ont beaucoup d'enregistrements de très grande qualité où ils mettent des balises, enfin voilà, mais ils ne vont pas dans l'eau. La deuxième chose que je peux dire, c'est que je pense que, comme je le disais tout à l'heure, si les animaux sont singuliers, les situations sont toujours singulières. Pourquoi je dis ça ? Notre clan, qui était uni de 2011 à 2017, a commencé à se scinder en deux en 2017. Et parce qu'il semble que Germine, la babysitter, avait trop de petits. Elle avait 7 petits, c'était visiblement peu gérable. 2017, donc pendant 70% du temps, le groupe était uni, puis 30% du temps, il n'était pas uni. Et en 2023, 95%, en 2024, 100% du temps, ils sont plus le groupe s'est scindé en deux. Eh bien, les deux groupes
sociétés complètement différentes. Dans un groupe, celui où se trouve Irène Gueule-Tordue et Germine, la babysitter, ben, c'est un petit peu comme avant. Mais dans le groupe où il n'y a pas la babysitter et où il y a Elliot, il y a d'abord moins de cachalots et surtout, il y a des petits sans babysitter. Par conséquent, qui fait la babysitter? Eh ben, c'est Elliot. Parce qu'il n'y a pas de femelle, en âge ou en volonté de faire la babysitter. Il y avait bien Zoé qui était en âge de le faire, ben, elle ne l'a pas fait. Donc, très vite, et je pourrais détailler ça à loisir, si j'avais étudié l'un des deux clans que vous m'aviez demandé, quelle est la structure sociale, comment ça se passe, j'aurais décrit ça, puis on dit ça c'est reproductible. Non, ça n'est pas reproductible. Normalement, on dit que le jeune mâle, il part, encore une fois, entre 6 et 16 ans, ben, c'est plutôt, les gens pensent plutôt 10 ans. Elliot il est toujours là à 13 ans. Peut-être qu'il est toujours là à 13 ans parce qu'il attend que Zoé récupère les petits, puisse jouer le rôle de babysitter et qu'il reste là en se substituant à la babysitter. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a que des situations particulières. C'est comme chez nous. En gros, on les regarde de loin, ils mangent des calmars, ils dorment debout, ils sont dressés, etc. Mais après ça, c'est unique, des petites histoires qui font la grande histoire des cachalots. Et je crois que ce que je vous ai raconté n'est pas reproductible exactement d'un groupe à l'autre. Autre chose, l'analyse génétique a montré que le groupe que nous appelons le groupe de Reshna est là encore issu, il y a eu une séparation probablement avant que nous arrivions du clan de Irène Gueule-Tordue, et elle utilise une coda qui n'est pas la coda à 8 clics, mais une coda à 5 clics ou à 6 clics. Donc, et c'est un tout petit groupe. Donc je pense qu'il n'y a que des singularités, des petites sociétés qui ont leur culture propre. Si, pardon, j'ai oublié de dire, ces codas sont transmises dans le groupe. Elles sont pas, c'est pas génétique cette histoire-là, hein. C'était une culture. Comment on a montré ça? C'est qu'il se trouve que dans notre groupe, je vous ai dit que tous les cachalots étaient issus de la même arrière-grand-mère commune. Alors vous dites, bah, il dit exactement le contraire, puisque c'est la grand-mère commune, ils sont tous le même génome, et hop, c'est génétique. Mais on a beaucoup de chance parce que dans le groupe, il y avait Claire, une femelle adulte qui ne venait pas d'ici, qui était adoptée ou qui a agrégé le groupe et qui venait des Seychelles. Et bien cette Claire, elle parlait la 8 clics. Elle utilisait la 8 clics. Donc c'est bien culturel et ça n'est pas génétique. Et donc cette culture qui se transmet au sein du groupe, elle est propre à chacun. Et c'est, je crois, la pointe de l'iceberg qui montre que chaque structure sociale est unique. On va devoir arrêter là, juste avant que, dans une petite minute encore, que tu puisses faire la conclusion. Je voudrais bien sûr te remercier. Madame, vous lui posez une question, mais venez voir François juste après. Je voudrais simplement, avant de te passer la parole, rappeler ton ouvrage publié chez Vagnon, Sauvons l'océan, les 10 actions pour réagir. Et puis ton prochain livre, Justice pour l'étoile de mer, on n'a pas eu le temps d'en parler, qui sort prochainement, quand? Chez Actes Sud, mais qu'à quelle époque? Incessamment sous peu. Justice pour l'étoile de mer. Début mai. Conclusion, merci pour votre présence tout au long de cette année. À bientôt en octobre. Et la conclusion donc de président remplaçant de l'Institut français de la mer. Bon, François Sorano. Régis Menu. Merci. Pour ma part, j'ai aimé le monde. Pardon. Pour ma part, j'ai aimé le monde du silence, j'ai aimé Jojo le Mérou, etc. Mais là, vous nous avez enthousiasmés avec la famille Cachalot, autour d'Irène Gueule-Tordue, autour de Lana, de Tonkini, d'Eliot et d'autres. Merci de vous avoir fait vivre ces moments exceptionnels en conclusion de la 21e année des Mardis de la Mer. Rendez-vous donc en septembre-octobre prochain pour que nous allons vous préparer un beau programme pour la saison 2025-2026. Bonnes vacances et bon examen.